allons continuer donc à nous informer donc sur la réglementation, mais à présent, concernant donc l'apiculture biologique. Donc je vais redonner, la parole, à Cécile, qui sera cette fois-ci accompagnée donc d'Emma Nozière, qui est chef de projet, réseau et filière chez ADA France. Donc elles vont nous présenter la nouvelle réglementation, en apiculture biologique et Sylvaine, qui est apicultrice en système biologique, nous fait, donc la gentillesse d'être, présente aujourd'hui, pour nous partager son expérience. Donc je vous laisse, la parole. Oui, merci Margot. Du coup, je continue sur ma lancée. Donc l'idée de cette présentation, c'était de faire un point sur les évolutions réglementaires autour de l'apiculture biologique et de voir essentiellement les points qui ont été modifiés et puis ce qui fait encore débat aujourd'hui ou ce qui n'est pas tranché encore aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre en fait la suite, j'ai juste fait un rappel rapide sur un peu l'historique de la réglementation et les acteurs qui sont mobilisés autour de ces questions. Donc, on a une nouvelle réglementation à l'échelle de l'Europe sur l'agriculture biologique, toute filière confondue, qui a été adoptée en 2018. À la suite de ce changement de réglementation, les États membres peuvent travailler sur une interprétation de cette réglementation. Et en France, c'est un travail qui se fait au niveau du guide de lecture, qui est un document publié par l'INAO et qui permet de préciser l'interprétation de cette réglementation. Et donc, au 1er janvier 2022, ce nouveau règlement est entré en application. Et il a été travaillé une première version du guide de lecture au niveau français. Donc au niveau des acteurs, je l'ai déjà un petit peu évoqué, mais donc un acteur qui travaille beaucoup sur ce sujet d'apiculture biologique, d'agriculture biologique, c'est l'INAO, donc l'Institut national pour la qualité et l'origine. Donc l'INAO, c'est une structure nationale, une instance nationale qui gère, qui s'occupe de tous les signes de qualité existants en France, donc que ce soit l'agriculture biologique, mais aussi des AOP, des IGP, des labels rouges aussi. Au sein de l'INAO, il y a un comité qui s'appelle le CNAB, Comité national de l'agriculture biologique, qui lui est entre autres chargé de valider les guides de lecture pour les différentes filières. Et donc la nouveauté en termes de structuration, c'est qu'en 2022, l'apiculture est rentrée au CNAB via la création d'une commission apiculture nouvellement créée cette année. Et au sein de cette commission apiculture figurent notamment des acteurs du réseau ADA-ITSAP, Interapi, la FNAB, des administrations et des organismes certificateurs. Donc l'idée, c'est que il existait déjà un groupe de travail au sein de l'INAO sur l'apiculture biologique. L'idée, c'est de continuer au travers de cette commission, d'échanger avec l'administration pour la prise en compte des réalités du métier d'apiculteur dans cette réglementation sur l'apiculture biologique. Donc là, je vais vous parler des principales évolutions réglementaires. Donc, il y en a 3 principales qu'on va évoquer. La première, c'est que jusqu'à présent, il y avait une possibilité de renouveler avec 10% de cheptel conventionnel. Donc, c'est un taux qui a été augmenté et qui est passé à 20%. Et donc, la conséquence, l'interprétation, c'est que dans la limite de ce taux, mais aussi dans le cas de dérogation pour mortalité importante, les essaims transférés sur cire issus de l'agriculture biologique ou les rennes introduites n'ont pas à subir de période de conversion, donc dans cette limite de 20%. La deuxième modification importante à souligner, c'est une question qui concerne la cire d'abeille. Donc la cire d'abeille devient certifiable en agriculture biologique. Donc dans l'ancienne réglementation, la cire d'abeille était utilisable en apiculture biologique quand elle provenait d'exploitation biologique. Mais en tout cas, on ne parlait pas de cire bio. On parlait vraiment juste de cire utilisable en bio. Et donc, dans cette nouvelle réglementation, elle entre dans les produits qui sont certifiables en bio. Le règlement en tant que tel ne précise pas de critères sur cette cire bio, des critères nouveaux, on va dire. Par contre, dans le guide de lecture français, il a été précisé que la cire biologique devait être de la cire d'opercule prélevée dans une ruche ayant subi 1 an de conversion. Ensuite, la
modification aussi importante, elle concerne donc les questions d'emplacement des ruchers. Et donc, c'est dans la réglementation, il y a eu la suppression d'une dérogation qu'on appelait dérogation pollinisation. Et donc, cette dérogation, elle permettait de mettre temporairement des colonies sur des zones de butinage non conformes à des fins de pollinisation. Il fallait assurer la traçabilité du miel et ce miel-là a été déclassé en conventionnel. Et donc, avec la suppression de cette dérogation, le principe, ce serait que les colonies qui seraient conduites en AB et qui seraient menées sur des emplacements non conformes seraient déclassées en conventionnel, ce qui, jusqu'à présent, n'était pas le cas. On ira sur cette question des emplacements après, mais je voulais aussi évoquer donc des choses qui ont peu évolué dans le règlement, donc la question du nourrissement. Donc, il est toujours possible de nourrir les colonies lorsque leur survie est en jeu en raison de conditions climatiques. Il y a un texte complémentaire qui prévoit aussi un nourrissement possible pour d'autres raisons que des raisons climatiques. Donc là, les modalités d'application ne sont pas encore définies, donc on n'a pas d'éléments supplémentaires à ce jour. Et le nourrissement est possible avec du miel, du sucre, du sirop et du pollen biologique. Et donc là, la nouveauté, c'est quand même que le pollen a été introduit dans la liste, puisque jusqu'à présent, il ne l'était pas. Et au niveau du règlement de l'agriculture biologique, il n'y a pas de modifications qui ont été faites concernant la partie pour la lutte contre varroa. Alors, sur la question des emplacements, donc il y a encore des choses qui sont en discussion. Donc, suite à la suppression de la dérogation pollinisation, il y a eu de nombreux questionnements sur comment ça allait se passer dans les exploitations, parce que c'est une possibilité qui était nécessaire à certaines périodes de l'année où il n'y a pas forcément assez de ressources alimentaires pour les colonies qui répondent aux critères du règlement bio. Donc voilà, on se demande comment est-ce que les gens vont pouvoir faire sans cette possibilité. Et donc voilà, quelle possibilité de poursuite pour ces exploitations en bio. Se pose aussi la question de si on ne peut pas déplacer ces colonies sur des cultures conventionnelles momentanément en déclassant le miel et qu'on doit nourrir à la place. Ben voilà, aussi on se pose la question de la cohérence. On sait que les produits de nourrissement, il y a quand même des questions qui se posent autour d'où ils viennent, d'où ils ont été produits, et voilà, quelle cohérence aussi de manière plus globale avec l'agriculture biologique. Et puis, la question de l'impact, évidemment, sur le fonctionnement économique de ces exploitations. Un autre point qui est encore en discussion sur la question des emplacements, c'est des questionnements autour du maintien ou pas de la dérogation lavande. Donc, c'est une dérogation qui existe depuis 2021 et qui permet que du miel produit dans un environnement de culture de lavande et lavandin conventionnels puisse être vendu en bio, sous réserve d'analyse libératoire de recherche de résidus dans le miel. Donc pour l'instant, cette dérogation est maintenue, mais il y a des questionnements autour de son maintien, et notamment là, le questionnement, c'est quel impact si elle devait être supprimée, quel impact sur le modèle économique des exploitations, notamment du sud-est de la France, qui produisent beaucoup de miel de lavande. Et donc, suite à ces deux points, donc à la fois la suppression de la dérogation pollinisation et la remise en question de la dérogation lavande, il n'y a pas eu de consensus en 2021 sur ces deux problématiques. Donc, en 2022, finalement, c'est la même chose que pour les années précédentes, qui s'est appliquée dans le guide de lecture, donc pas de changement sur les conditions d'emplacement. Début 2022, il faut savoir aussi que la Commission européenne a été sollicitée par une structure apicole européenne sur cette question, où on attend un peu de savoir la position de la Commission européenne. Et donc pour 2023, donc c'est quand même demain, on ne sait toujours pas si on va vers une autre année de statu quo ou si les discussions vont être relancées et si on va arriver à une autre proposition, voilà, et on ne sait pas ce qu'elle sera. Voilà, donc pour compléter, du coup, je vais laisser un petit peu la parole à Sylvaine Charpentier et à Emma. Alors, bonjour à tous. Donc moi, je suis Emma Nozière, je travaille à ADA France.
Je vous propose donc une interview de Sylvaine Charpentier, qui est une apicultrice donc, qui s'implique sur la question du bio à travers le réseau des ADA et l'ITSAP. Donc pour commencer, en quelques mots peut-être, Sylvaine, peux-tu te présenter? Oui, alors bonjour à tous, donc Sylvaine Charpentier, donc je suis apicultrice dans les Hauts-de-France en bio. On est trois associés dans mon EARL et on est sur à peu près 350 à 400 colonies en production de miel. Donc je suis membre du bureau de mon ADA des Hauts-de-France et par elle, du coup, je représente l'ADA des Hauts-de-France OCA d'ADA France, où je suis aussi membre du bureau. Et entre autres aussi, et via mon implication dans le bio, je participe aux commissions résolution de problèmes à Interapi, donc l'interpro des produits de la ruche. Et je suis nouvellement membre du CNAB, donc le Conseil national de l'agriculture biologique à l'INAO, où je participe et où je préside la commission apiculture que Cécile vous a présentée tout à l'heure. Première question, donc comment s'organise le réseau des ADA et l'ITSAP pour répondre en fait à ces évolutions réglementaires sur l'apiculture bio? Alors, le réseau des ADA et d'ITSAP participe historiquement depuis 2011 au groupe de travail bio de l'INAO, où on y retrouve, Cécile l'a un petit peu dit, on y retrouve Interapi, la DGAL, les organismes certificateurs, la FNAB, le ministère. En 2019, on essaye vraiment d'animer un dialogue au sein du réseau pour construire une position ou des positions à porter à l'INAO, parce que du coup, on participe au groupe de travail de l'INAO. Comme le dossier est vraiment assez complexe, on essaie de construire une position représentative via un groupe bio maintenant, là, en 2022. Donc, on est en train de voir si on l'appelle commission ou autre, mais avec des référents apiculteurs, des ADA, et puis quelques salariés. Et puis enfin, dans toute cette organisation, il y a aussi l'interpro, où on y retrouve des syndicats, des représentants de coopératives de Provence Miel, et à savoir qu'en fait, cette interpro, elle participe aussi à la commission apiculture de l'INAO. Voilà. Bon. Donc, et dernière question, aujourd'hui, enfin, non, pardon, c'est deuxième question. Tu t'as un peu déjà répondu, il me semble, je sais plus si j'ai déjà posé ou pas, c'est dans quel contexte se situent les travaux du réseau? Alors, dans quel contexte se situent les travaux du réseau? Donc, autour de nous, on a à Interapi, on a les syndicats avec leurs positions diverses et variées, plus ou moins rudes ou plus ou moins ouvertes. On a du coup ensuite à l'INAO, on a les pouvoirs publics. Donc, c'est la DGCCRF, c'est la DGAL, c'est la DGPE. On a aussi l'INAO. Maintenant, on a le ministère aussi de l'Agriculture, un représentant vraiment direct dans la commission apiculture bio. On y a aussi le CNAB, donc plusieurs membres du CNAB, dont moi, qui représente moi-même en tant qu'apicultrice, mais du coup qui peut un peu répondre aux questions, surtout que je viens du réseau des ADA, donc un réseau qui travaille de manière globale et générale. On y a la FNAB aussi, la Fédération nationale de l'agriculture biologique. On a les organismes certificateurs et puis on a aussi les distributeurs, notamment les magasins bio. Voilà. Très bien. Et du coup, finalement, dernière question. Donc, et d'ailleurs, je vois que dans le chat, on commence à avoir des questions dans ce sens. C'est pourquoi les questions des emplacements, elle fait tant débat aujourd'hui? Alors, parce que déjà, jusqu'à présent, finalement, il y avait énormément d'apiculteurs qui pouvaient être en bio grâce à cette dérogation pollinisation. Donc, on a tous compris que c'était un critère clé du cahier des charges qui a un impact potentiel assez énorme sur beaucoup d'exploitations. Le territoire français est très variable au niveau de l'urbanisation, de l'environnement, de son assolement agricole. Donc, du coup, on n'a pas forcément le choix de là où on peut poser nos ruches.
Et puis, les conditions de production des autres pays membres et aussi leurs interprétations au niveau de leur cahier des charges est elles aussi très, très variable à l'échelle européenne. Donc, ça implique aussi de la concurrence entre les pays. Voilà. Donc après, on a les questions et si vous voulez y répondre, pas de souci. Alors je vous propose peut-être de lire les questions. Donc il y en a quelques-unes, là notamment sur le colza. Cécile ou Sylvaine, je vous laisse répondre. Aujourd'hui donc comment on va gérer en fait le colza en conventionnel avec cette nouvelle législation? Est-ce qu'un apiculteur bio peut toujours poser ses ruches sur du colza conventionnel? Alors, normalement, donc en 2023, cette réglementation, si la discussion n'arrive pas à trouver une réponse favorable pour l'apiculture française, en tout cas, il sera plus possible pour un apiculteur bio de mettre des ruches, de mettre ou de subir du colza conventionnel pour ces ruches, quoi. Parce que sinon, tout de suite, la colonie est déclassée. Donc, si votre colonie est déclassée, bah, du coup, vous n'êtes plus en bio. Donc, c'est toute culture, hein. Il n'y a pas que le colza en France, hein. On a aussi, du coup, le tournesol, qui est très prisé par le monde apicole, et puis on a aussi la lavande. Donc, finalement, ça parle à tous les apiculteurs de France. Ouais, peut-être pour rebondir sur ce que dit Sylvaine, hein, c'est que là, bon, on a l'impression que les discussions sont en train de repartir avec l'INAO. Là, ces jours-ci, on a eu quelques nouvelles, enfin. Voilà, donc on ne sait pas du tout pour 2023 ce qui va se passer. Est-ce qu'on va trouver une autre solution alternative que celle qu'on a eue pour 2022, qui était de rester sur un statu quo, faute aussi de consensus pour avoir trouvé une autre solution. Donc malheureusement, on est déjà fin novembre et on n'a pas de réponse claire à donner sur qu'est-ce que vont être les critères pour les emplacements pour l'année prochaine. Et j'ajouterais juste quand même, pour pas qu'on ait le sentiment que rien ne se fait du côté de l'apiculture professionnelle en tout cas. Donc, à travers la commission apiculture, on est sans cesse en train de demander d'avancer sur le dossier. Et puis l'Interpro aussi, hein, Interapi, est sans cesse en train de relancer la commission apicole. Là, ils ont enfin eu une réponse pour un rendez-vous avec la directrice de l'INAO. Mais voilà, c'est pas trop pour le moment. On attendait vraiment cette réponse de la communauté européenne. Donc, peut-être qu'on va avoir des nouvelles incessamment sous peu. Alors, autre question, c'est donc Cécile, tu avais un petit peu répondu dans ta présentation, c'est qui définit les critères bio et via quel processus? Peut-être repréciser? En fait, c'est ce que j'ai un peu expliqué en introduction. Le principe, c'est que la réglementation bio, elle doit être la même pour tous à l'échelle de tous les États membres de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que l'ancien règlement et puis le nouveau, ce sont bien des règlements européens qui s'appliquent partout pareil. Après, certains pays comme la France peuvent avoir ce qu'on appelle un guide de lecture. Donc c'est un document complémentaire où les instances du pays en question, donc c'était l'ancien groupe de travail apiculture de l'INAO, on pouvait se mettre autour de la table et discuter pour clarifier l'interprétation de certains points du règlement. Donc on avait une petite latitude d'interprétation. Là, ce qui est compliqué, c'est que la suppression de la dérogation pollinisation, c'est quand même un élément assez clair du règlement qui a été supprimé. Et du coup, on ne peut pas réinterpréter le texte, enfin la France ne peut pas réinterpréter le texte comme elle a envie en passant outre la suppression de ce point du règlement. Et après, du coup, c'est des discussions qu'on peut avoir au sein de la commission apiculture, du coup, qui vient d'être mise en place à l'INAO. C'est dans cette instance qu'on essaye de discuter aussi et de trouver un consensus, plus des discussions au sein de la commission qui est en charge de ça à Interapi. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs lieux de discussion, hein. Il y a
des discussions au sein d'un groupe, nous, à DAITSAP, il y a des discussions à la commission apiculture bio de l'INAO, il y a des discussions dans une commission qui traite de ces questions à Interapi. Donc voilà, tout ça est un petit peu difficile à articuler, en plus d'échanges bilatéraux qu'il peut y avoir par ailleurs entre différentes structures. Il y a un spectateur donc qui demande si cette nouvelle réglementation signe la fin de l'apiculture bio dans certaines régions. Est-ce que selon vous, c'est possible? Bah, c'est une question qu'il faut vraiment se poser, hein, voilà, je pense que c'est ce que disait Sylvaine tout à l'heure, hein, il y a des apiculteurs qui subissent aussi un environnement, voilà, si on va vraiment vers un déclassement des colonies à partir du moment où on est allé en conventionnel, ben, soit ça veut dire imaginer des transhumances beaucoup plus longues pour aller chercher des emplacements conformes, soit ça veut dire nourrir. Bon, dans les 2 cas, nourrir, transhumer, pose aussi d'autres questions en termes de pratique. Voilà, dans certains secteurs, c'est clair que va se poser la question du devenir des exploitations. Et enfin, peut-être dernière question, c'est quelqu'un qui demande si on a plus d'éléments sur comment ça se passe dans les autres pays européens. Alors on a essayé de faire ce travail-là, on a aussi sollicité l'INAO pour savoir s'ils pouvaient voir leurs homologues dans les autres pays pour savoir ce qu'il en était. On a du mal à avoir des informations. On a eu une information, mais on avait un peu du mal à savoir la validité aujourd'hui de ce qui se passait en Italie. En Italie, ils avaient distingué 2 types de cultures. Alors, je ne sais plus exactement quels étaient les termes, mais il y avait des cultures faiblement impactantes et plus impactantes, je crois. En tout cas, ils avaient pas mal de cultures sur lesquelles ils pouvaient faire du miel bio sur des cultures conventionnelles. Mmh. Et il faut rajouter aussi que tous les pays n'ont pas, comme la France, une instance nationale comme l'INAO qui, en fait, centralise, le guide de lecture. Il y a des États comme, l'Allemagne qui sont fédéraux et apparemment dans chaque région, il peut y avoir des règles différentes. Donc c'est pour ça aussi que c'est pas si évident d'aller voir comment ça se passe dans les autres pays européens. C'est parce qu'il y a une très grande diversité et que je crois qu'on est quasiment le seul pays à avoir, quelque chose comme l'INAO. Si je peux rajouter un élément, je suis désolé, Guillaume, en ténor. C'est d'autant plus une thématique complexe que ce durcissement à prévoir du cahier des charges exclut une partie des apiculteurs donc, du cahier des charges bio, alors qu'ils n'ont même pas la possibilité d'accéder à des cahiers des charges autres, tels que HVE, desquels ils sont exclus en tant que culture à élevage hors sol, et ce qui pose beaucoup de problèmes, notamment en termes d'aide à l'installation et en termes d'aide à la modernisation des outils de production, construction de bâtiments, etc. Donc toutes les aides PAC finalement sont conditionnées à ces labels, et nous en serions totalement exclus dans le cas, pour un certain nombre d'entre nous, dans le cas du durcissement du cahier des charges. Donc c'est vraiment sur les 2 volets, du coup, quelle alternative pour ces apiculteurs? Finalement, il n'y en a pas beaucoup.